Là, on va accueillir donc Françoise Verdier par visio. Alors, Françoise Verdier est formatrice à l'ARACT de Occitanie. L'ARACT, c'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ARACT qui est sous la responsabilité de l'ANACT. Et il y a 16 agences au niveau de la France, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle va nous. Donc, l'ARACT et l'ANACT, bien sûr, ont dans leur mission l'organisation et les relations professionnelles dans le milieu du travail. Et là, Madame Verdier va nous présenter un état des lieux qui est lié à une observation, une enquête sur des établissements de santé et médico-sociaux, sur les difficultés du travail en équipe. Et là, donc, on rentre à nouveau vraiment dans le cœur du sujet. Je vous remercie beaucoup et on vous passe la parole. Si vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement bien, j'espère que vous aussi. C'est parfait. Mais écoutez, on vous donne la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je vous remercie de m'avoir invité à ce congrès et je regrette infiniment de ne pas pouvoir vraiment être avec vous parce que les questions qui s'évoquent depuis ce matin m'interrogent au premier chef. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la commande que j'avais, c'était de vous donner des éléments d'état des lieux. Vous allez voir que, surtout après le brillant orateur qu'on vient d'entendre, les éléments d'état des lieux que je vous propose sont des éléments d'état des lieux extrêmement qualitatifs qui émanent de ce que le réseau Anactarac construit depuis des années avec le secteur. Alors quand même un petit mot sur le réseau Anactaract pour vous rappeler que, vous l'avez dit, nous sommes agence pour l'amélioration des conditions de travail, comme notre nom l'indique, hein, c'est vraiment notre mission principale, améliorer les conditions de travail, avec quelques petites caractéristiques quand même, c'est que nos approches sont paritaires, nous sommes pilotés par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, ceux qui sont en train d'essayer de discuter sur nos retraites, là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mandatés par les organisations patronales d'un côté, que vous connaissez, MEDEF, CPME, etc., et les 5 organisations syndicales dites représentatives. Et en vous disant ça, je vous dis que tout ce qui se fabrique dans le réseau Anactaract vise euh, une confrontation de ces points de vue nourrie. On n'essaie pas de s'arrêter dès que les partenaires sociaux sont d'accord, hein. On essaye de faire valoir la posture de chacun dans une démarche un peu positive dans laquelle chacun a raison. L'employeur a raison de vouloir développer sa structure. Les salariés ou les agents ont raison de dire dans quelles conditions ils peuvent soutenir le travail qui leur est demandé. Ce qui nous caractérise aussi, c'est d'être obsédé par le travail tel qu'il se fait vraiment, ce qu'on appelle le travail réel avec toutes ces affaires-là. Et dernière précision, nous ne sommes pas des consultants, hein, notre métier, c'est de construire des connaissances sur ce qui se passe dans les structures pour les donner à d'autres, hein, en termes de base de réflexion. On ne construit pas des modèles, on ne construit pas des recettes, on construit des stimulations pour aider chacune des structures à travailler. Alors, le réseau Anactarac a une très longue histoire avec le secteur sanitaire et médico-social qui est encadré par des conventions avec l'HAS, avec la DGOS, avec la DGCS, avec qui nous travaillons depuis des années, et notamment sur les démarches qualité de vie au travail. Alors, je vais me permettre quand même, alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, je vois que oui, dans l'écran, là. Euh, je vais me permettre quand même de redire un peu de quelle qualité de vie au travail nous parlons, parce que, comme il vient d'être dit, le concept est flou, le message est brouillé. Derrière qualité de vie au travail, on entend des choses extrêmement variées. Pour nous, la question est simple, hein, parce que elle vient du partenariat social. Vous avez entendu qui nous sommes, hein, et elle vient d'une réponse qui est apportée spontanément par les partenaires sociaux quand ils ont, devant la multiplicité des questions qu'ils avaient à traiter, devant le fait que ils partageaient un constat sur le fait que la multitude des sujets qu'ils avaient à traiter était extrêmement coûteuse et énergivore, et finalement euh, avaient des résultats un peu discutables, voire peu mesurables dans les structures. Par exemple, si vous rentrez dans une structure en leur disant qu'est-ce qui a changé pour vous la mise en place de votre accord temps de travail, alors temps de travail, oh, non, parce que c'est un mauvais exemple, pardon, mais votre accord senior ou votre accord égalité professionnelle,
eh bien, vous avez toutes les chances que les gens vous répondent, mais de quel accord tu parles? Et finalement, on ne voit pas concrètement les effets de ça. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ce concept de qualité de vie au travail qui est plus global, même s'il est, comme il vient d'être dit, absolument pas confortable, hein, qui permet d'établir des liens intéressants entre différents secteurs, différents problèmes et différentes questions. L'avantage des définitions qui nous sont données par les partenaires sociaux, c'est bien de s'axer sur le travail tel qu'il est fait. Les partenaires sociaux, dans le cadre de référence qui nous est donné dans l'ANI, Accord national interpro de 2013, c'est de dire que la qualité de vie au travail, elle vise d'abord le travail. D'abord le travail. Et que, en plus, dans cette année qui est historique, hein, parce que c'est la première fois, et c'est la seule fois d'ailleurs, où les partenaires sociaux, au niveau national, ont décidé de mettre en place un ANI sans qu'on leur ait rien demandé. Vous connaissez la façon dont on légifère dans notre pays, hein. Quand on a une question sociale, on interroge d'abord les partenaires sociaux. On prend leur avis, l'État ensuite prend ou non en compte leurs réflexions. Là, pour le coup, on n'avait rien demandé, et c'est eux qui spontanément ont dit, on va vous dire qu'on aimerait bien que vous travaillez sur cette affaire de qualité de vie au travail. Et ils donnent l'outil en disant, l'outil, c'est le dialogue social dans les structures. C'est la façon dont les représentants des employeurs, dont les représentants des salariés, dont les managers et les managers, finalement, vont discuter de façon efficace autour du travail. Et il donne encore une autre mesure qui définit beaucoup toutes les démarches qualité de vie au travail qu'on essaie de mettre en place, c'est de dire que on va s'appuyer sur la parole de ceux qui font le travail. Ce qui est euh, euh, pour nous la base, mais qui est quand même une petite révolution dans la façon dont on construit les transformations du travail. Et ils disent, c'est les conditions dans lesquelles les salariés euh, peuvent s'exprimer et agir sur le contenu du travail qui détermine la qualité de vie au travail. Cette posture, elle a été réaffirmée très fortement dans l'ANI qui a été signé le 9 décembre 2020. Alors cette ANI, il portait pour le coup sur la santé au travail d'une façon générale, mais ils en ont profité pour redire l'importance qu'ils donnaient aux démarches qualité de vie au travail, en réaffirmant ce qu'ils avaient déjà dit en 2013 et en introduisant ce fameux C. Vous savez qu'on est passé de QVT à QVCT pour redire que pour eux, la qualité de vie au travail, elle est bien sur les conditions de travail et que du coup, ça éclaircit un peu le périmètre en disant tout ce qui est autour du travail, c'est pas ça qui nous intéresse. On parle bien de la qualité du travail et de la possibilité de faire du bon travail et c'est pour ça qu'on va être plus sur le champ de la prévention primaire. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit ça, en fait, on dit deux choses fondamentales. La première, c'est que en fait, ce dont on est en train de se parler, c'est de la performance dite globale de la structure. Alors, c'est un concept absolument ascientifique, hein, mais pourtant, on va tous, et qui demande à être expliqué dans les structures, hein, mais qui dit en fait que, bien sûr, on va viser la performance économique des structures, hein, mais pour ça, eh bien, on va s'appuyer sur sa performance opérationnelle. Est-ce que finalement, j'arrive à faire la mission qui est la mienne? Et pour faire ça, eh bien, on prétend que cette performance opérationnelle, elle ne peut s'appuyer que sur une performance sociale. Est-ce que les conditions de travail me permettent de soutenir l'activité qui m'est demandée? Un jour, quand on sera grand, on prendra dans ces affaires de performance la performance environnementale. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on l'a tous en ligne de mire, mais qu'à ce jour, voilà, on est plutôt balbutiant et plutôt débutant sur cette quatrième dimension de la performance. L'autre élément, comme vient de le rappeler Monsieur Lejeune, hein, c'est que les questions de qualité du vie au travail, elles embarquent de façon forte une certaine idée de la santé au travail. Alors bien sûr, hein, Monsieur Lejeune a rappelé la définition de l'OMS qui parle d'un état de santé, et pour l'ensemble des préventeurs, hein, finalement, la santé, c'est plus qu'un état, c'est un processus. La santé, ça se détruit ou ça se construit. On sait que au travail, principalement, la santé, paradoxalement, elle se construit, euh, mais c'est un processus et dans lequel le travail lui-même est un déterminant très très fort. Quand on parle du secteur médico-social et sanitaire, hein, je vous donne là des chiffres qui sont issus de ce qui se passe en Occitanie.
on est d'emblée d'accord sur le fait qu'on est dans un secteur, je n'ose pas dire sinistré, mais pas loin, dans lequel on a des fortes questions sur l'exposition des personnes, et un secteur qui, encore plus que les autres, se trouve confronté aux évolutions sociétales qui entrent dans les structures. Moi, je fais partie d'une génération à qui on disait, tes problèmes hors travail, tu les laisseras à la porte de la structure. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça pour plein de raisons, et c'est ce que les partenaires sociaux ont inclus dans l'ANI en disant il faut bien qu'on se préoccupe à un moment donné de cette articulation entre ma vie au travail et ma vie hors travail, avec notre pyramide des âges vieillissante, avec l'ensemble des salariés ou des agents qui aujourd'hui sont au travail, et tant mieux, parce que ça montre que notre médecine progresse, ça montre qu'on est capable aujourd'hui de remettre dans des environnements sociaux intéressants des personnes qui ont subi des lourdes maladies comme le HIV, comme le cancer, et sans parler de toutes les maladies chroniques type diabète, etc., qui peuvent aujourd'hui travailler ça. Vous savez que on est dans une société où nous nous occupons de plus en plus de notre entourage, même si nous ne le prenons pas en charge à 100%, mais nous avons besoin, mercredi prochain, d'aller accompagner maman chez le kiné, etc. Et ça modifie notre relation au travail. L'autre élément, alors vous savez que les démarches qualité de vie au travail telles qu'on les porte dans le réseau, hein, ce sont des démarches qui sont finalement très simples à décrire. Euh, Comme toutes les démarches, elles ont des éléments de cadrage importants. Euh, on a abandonné dans les démarches qualité de vie au travail l'idée de construire des diagnostics exhaustifs, précis, systématiques, hein, qui nous prennent 18 mois et qui, allez, je vais le dire un peu brutalement, mais qui épuisent les équipes quand on les met dans des groupes de travail, etc., et qui, au bout de 18 mois, produisent un état des lieux qui n'est plus actuel, parce que la structure, elle a grandi, et que 18 mois après, c'est plus la même, et avec lesquels on produit des plans d'action volumineux euh, que l'on présente aux managers avec une liste de courses qui sont incapables d'arriver à mettre en œuvre euh, et qu'on n'arrive pas à faire. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur, finalement, on va se baser sur l'expertise de la structure sur elle-même et on peut mettre les gens autour d'une table et très très vite, on sait se dire, c'est dans ce service qu'on a vraiment un problème, c'est sur ce métier, c'est sur cette activité, c'est sur ce processus. Et c'est sur ça qu'on va travailler, en réduisant la maille de ce qu'on va faire. Et quand on a fait ça, entre le cadrage et l'état des lieux, on est à peu près à 30% de la démarche qualité de vie au travail. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de mettre en œuvre ce qu'on appelle expérimenter. Ce n'est pas au sens scientifique hein, de l'expérimentation, mais c'est plutôt le fait de se dire que ça va produire des solutions qu'on va co-construire et qu'on va oser mettre en œuvre, qu'on va avoir l'outrecuidance de mettre en œuvre et qu'on va essayer d'évaluer ensemble pour voir comment on les ajuste pour qu'elles soient efficaces. Parce que c'est ça la condition de la pérennisation. Dans les démarches QVT telles que nous, on les porte, hein, il faut qu'on retrouve un certain nombre de caractéristiques pour être sûr qu'on fait de la qualité de vie au travail et pas autre chose. Comme vient de le dire Monsieur Lejeune, et sur la question quel est le lien entre RPS et QVT, euh, on espère très fort que si vous rentrez dans une démarche de prévention RPS, elle va contribuer à améliorer la qualité de vie au travail. Cependant, une démarche qualité de vie au travail, c'est autre chose que ça. C'est vraiment un processus dans lequel d'abord le système d'acteurs n'est pas le même. Il n'a pas le même rôle. Dans une démarche qualité de vie au travail, les représentants des employeurs et les représentants des salariés vont travailler ensemble avec à tous les stades de la démarche. On va décider ensemble de quand est-ce qu'on y va, comment on y va, sur quoi on y va, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on en pense de ce qu'on a mis en place, de comment on continue. Et vous voyez que de vous dire ça, ça change un peu tout. Le constat sur lequel on va travailler, il va être discuté entre ces systèmes d'acteurs, entre ces nouveaux système d'acteurs dans lequel on va pouvoir appeler d'autres personnes, par exemple le qualiticien, l'informaticien, le responsable des achats, peut-être des partenaires externes comme l'ARS, etc., pour réfléchir ensemble aux problèmes qu'on se pose. Dans ce système d'acteurs, bien sûr, on se passe sur cet état des lieux hein, et pas le diagnostic, comme je vous le disais, mais un état des lieux qui est co-construit et partagé. Parce qu'on ne va pas avoir le même point de vue sur l'état de notre structure. Et rien que ce travail-là, déjà, il est efficient. Dans le fait qu'on se dise,
qu'est-ce qu'on pense de l'état dans lequel on est. On s'appuie sur des espaces de discussion sur le travail qui se distinguent des groupes de travail qu'on peut avoir habituellement par le fait que l'objectif 1, c'est la transformation du travail. Et qu'on va essayer de sécuriser ces espaces pour qu'ils produisent justement ce qu'on attend d'eux. On va expérimenter la mise en place de solutions qu'on va évaluer ensemble. Et pour que vous soyez sûr que vous êtes dans une démarche qualité de vie au travail, il vous faut un peu ces 5 éléments. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est plutôt de partager avec vous des choses qui me questionnent dans tout ce qu'on a pu faire avec les structures. Hein. Le réseau Anactaract, il a accompagné plus de 1000 structures du sanitaire et du médico-social. Et on voit que quand même, on reste avec certaines questions. Alors, le premier élément que je pourrais vous amener, c'est finalement quand on rentre avec ce type d'établissement dans les démarches qualité de vie au travail, finalement, sur quoi on travaille? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les établissements ne se trompent pas. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller traiter des questions qui relèvent de l'activité de travail et de sa définition. Vous voyez qu'en fond d'écran, je vous ai mis la Marguerite qualité de vie au travail qui essaye de traduire les dimensions qui sont portées par les partenaires sociaux dans leurs années, mais c'est vraiment ça que les structures font. Parfois, elles utilisent la démarche qualité de vie au travail pour traiter une question de RPS. Par exemple, je me rappelle une structure qui avait choisi de travailler sur la question de la reconnaissance, en disant, finalement, chez nous, ce qui fait que on travaille mal, c'est parce que notre travail n'est pas reconnu. Et quand on traite ça avec une démarche qualité de vie au travail, on voit bien que la question de la reconnaissance, c'est pas juste avoir un manager qui tous les matins vient me caresser l'épaule en me disant c'est tellement bien ce que tu fais, mais c'est plutôt comment mon employeur me tient au courant des postes qui vont s'ouvrir, comment il m'aide à me former pour que je puisse aller vers ce poste qui m'intéresse, comment je suis co-signataire quand je suis technicienne dans un laboratoire de recherche et que c'est moi qui ai manipulé toutes les expérimentations conduites par les chercheurs, comment je suis citée dans l'article, etc., avec des traductions extrêmement concrètes des questions qui se posent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, on a beaucoup de structures qui témoignent avec beaucoup de bonne volonté, qu'elles ont voulu rentrer dans des démarches qualité de vie au travail en se disant, je constate que mes salariés, mes agents ne vont pas bien, et donc je vais essayer de mettre en œuvre des choses qui les aident, mais en restant autour du travail. Et vous reconnaissez dans ce que je vous dis, tout ce qui est évidemment les salles de repos, l'éternel baby-foot et l'éternelle table de ping-pong, qui peuvent être des éléments qui viennent améliorer les choses dans une structure, mais qui surtout ratent l'activité de travail. Et chaque fois que ça s'est produit, eh bien, les structures, elles ont vécu des retours de boomerang extrêmement violents, avec tôt ou tard des salariés ou des agents qui leur disent alors écoute, je suis un peu troublée parce que tu as le pognon pour mettre une table de ping-pong et par contre, tu n'arrives pas à me changer les roulettes de ma table qui est cassée, tu n'arrives pas à me trouver du temps de collègues qui m'aideraient et les retours de ces structures sont extrêmement violents. Euh, voilà. Ce qu'on voit aussi dans les réalisations des structures, hein, c'est que finalement, la façon dont elles se mettent au travail sur la question de la qualité de vie au travail, c'est toujours en lien avec la qualité du soin ou du service qu'elles apportent. C'est toujours ça. C'est-à-dire que finalement, euh, tout se passe comme si, comme diraient nos amis psychologues, euh, tout se passe comme si ce qui rend les gens malheureux dans leur travail, c'est le fait de ne pas pouvoir bien faire leur travail. Juste pour vous apporter, il vous reste 12 minutes de parole, Ça juste va. parce que c'est très riche ce que vous apportez. Merci. Merci, mais c'est bien de m'avoir prévenu parce que je n'avais pas regardé le temps en commençant. Donc, évidemment, tout ça, la toile de fond, c'est l'attractivité des structures, hein, avec, bien sûr, en termes de recrutement, mais encore plus en termes de fidélisation. Covid, par exemple, nous a appris que finalement, et même violemment, eh bien, c'était compliqué pour les structures de recruter, mais qu'elles y arrivaient. Ce qu'elles n'arrivent pas à faire, c'est à garder leur personnel. Et tous les personnels, parce que vous savez très bien que dans les structures, il ne s'agit pas juste du personnel en première ligne avec les bénéficiaires. C'est aussi les directions, c'est aussi les managers. Et cette attractivité, clairement, mais ce serait un autre sujet, hein, elle est en lien avec la dimension territoriale. Ce qu'on constate aussi dans ce qu'on a pu conduire avec le secteur, c'est que dans les ESMS, ce sont des lieux où on parle.
on parle beaucoup, ça fait partie de votre culture. C'est pas le cas dans la méta, c'est pas le cas dans le tourisme, etc. Mais chez vous, on parle. Mais par contre, on parle pas forcément de son travail pour le transformer. Et voilà, on parle surtout du travail avec ses collègues. Je vous passe tout ça, vous le verrez dans le support que vous pourrez, dont vous disposerez après, hein. On parle surtout avec ses collègues, mais de travailler avec ses collègues, ça modifie finalement peu le travail réellement. Et du coup, ce qui nous manque, c'est le travail avec les managers. Alors, je vous ai mis un petit exemple là-dessus, qui est un travail qu'on a fait avec un centre hospitalier audois, qui se lance dans une démarche qualité de vie au travail canonique, hein, avec un comité QVT, un choix d'un périmètre, etc. On choisit un service de chirurgie cardiaque. On utilise un outil que vous avez vu, il est disponible sur le site de la HAS qui s'appelle la boussole, et où on demande aux personnes qu'est-ce qui va bien chez vous, c'est en vert, qu'est-ce qui est acceptable, c'est en jaune, et qu'est-ce qui est peu supportable, en l'occurrence, c'est en rose. Et ce qu'on voit, bien, c'est ça. C'est que, alors ce que je vous montre là, c'est une démarche au cours du temps. Et vous voyez que, en premier lieu, ce qu'il ramène, c'est chez nous où rien ne va bien. La petite boussole qui est dessous, c'est un endroit où on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et au début de la démarche, ils disent ben, on n'a aucune idée de ce qu'on pourrait faire. Et à mesure que la démarche avance, ce que vous voyez, c'est toujours bien sûr beaucoup de rouge, hein, mais aussi des propositions que font les structures. Alors, je vous passe l'ensemble des affaires, mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, parler de son travail, ça s'apprend et ça s'entretient, ça évolue au cours du temps, et que vraiment la bonne façon de le faire, c'est de rester ancré sur l'activité de travail. Dans vos structures, une autre caractéristique très très forte, elle est vraie partout, mais elle est encore plus vraie chez vous, c'est le besoin de mesurer facilement l'efficacité des démarches que l'on met en œuvre. J'allais dire, je reviens sur ça, j'allais dire on n'en peut plus, quoi, des démarches, des projets qui commencent et qui finissent par se perdre, on ne sait pas où, des projets qui arrosent le sable et où on ne voit pas ce qui s'est transformé. L'exemple que je vous ai mis là, c'est un exemple où on teste des méthodologies un peu différentes dans lesquelles on essaye d'intervenir rapidement auprès des structures. Alors, je vous laisserai regarder ça, mais retenez que c'était en l'occurrence en sortie de Covid dans un EHPAD toulousain qui était signalé en rouge par l'ARS et dans lequel on a utilisé une démarche assez rapide dans lequel on se met d'accord avec 2 entretiens téléphoniques et une validation par le CSE sur le fait qu'on va travailler sur les coordinations et on leur propose de travailler en 3 réunions de travail, ce qui nous permet d'établir un état des lieux suffisant pour aller travailler et qui a donné des résultats qui sont satisfaisants, rapides et concrets pour la structure. Je vous laisse regarder ça sur YouTube. Vous entendrez les gens vous dire on a appris une méthode, on a communiqué entre nous, il n'y a pas d'autre moyen que de discuter des problèmes du travail pour arriver à les résoudre. Et tout ça, ça se passe en 3 séances de travail. Donc, la première rupture que peuvent apporter les démarches qualité de vie au travail, c'est de ne pas constituer une usine à gaz de plus dans le paysage des ESMS qui en comprennent que trop. Et aujourd'hui, moi, vraiment, plus ça va et plus j'accompagne les structures pour qu'elles passent rapidement à l'action. Ça ne veut pas dire qu'on va brader les objets que l'on attrape, mais que par contre, on va vite décider des périmètres sur lesquels on est. Alors évidemment, ça pose clairement la question des encadrants dans tout ça. Et j'ai dit encadrant à la place de manager parce que la première difficulté, c'est déjà de les identifier. De qui on parle? Alors, bien sûr, les directeurs, les cadres de santé, etc. Mais finalement, qui encadre le travail? On voit que les acteurs sont une foultitude. Et que sur la question qu'on se pose, le premier élément, ça va être d'arriver à identifier de qui on se parle. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que on ne peut pas manager la qualité de vie au travail si on ne prend pas en compte la qualité de vie au travail des managers eux-mêmes. Et quand on travaille sur ces sujets, on voit bien, là aussi je vous laisserai découvrir plus que ça, mais on voit bien que eux-mêmes ont des vraies questions qui parfois ne peuvent être traitées qu'entre pairs. Par exemple, pour un encadrant, c'est très compliqué de dire devant son équipe, je suis extrêmement mal à l'aise avec
Pour prendre un exemple simple, la tenue des entretiens annuels. Par contre, c'est un point que je peux discuter avec d'autres pairs que moi. Donc, dans les démarches qualité de vie au travail, non seulement les managers sont considérés comme un élément du système de travail, évidemment, comme il vient d'être dit, hein, un élément majeur et un élément clé, qui a certes des prérogatives particulières, mais qui a aussi des besoins de soutien et d'appui essentiels, parce que sinon, on n'arrive pas à mettre en place les démarches. Et ils doivent être eux aussi sécurisés. Avant de terminer, quand même, je voudrais vous dire un mot sur un définisseur important du travail dans vos structures, hein, qui sont les objets numériques, hein, qui sont omniprésents, qui correspondent à une volonté stratégique, hein, du développement du secteur et qui contribuent très très fortement à venir définir le travail sous des dimensions cachées. Par exemple, ce sont des objets qui vont absorber les questions de dialogue, alors que vous avez bien compris que le dialogue social, le dialogue professionnel est au cœur des démarches qualité de vie au travail, et les objets numériques les absorbent. Aujourd'hui, quand vous assistez à une transmission, vous voyez bien que chacun de nous va alimenter un logiciel dans lequel on va dire ce qu'on pense de l'état du bénéficiaire X, et que finalement, l'objet numérique vient médier le collectif et les relations qui s'établissent dedans. Sans parler, bien sûr, de la charge de travail qui est introduite par l'utilisation de ces objets-là, sans qu'elle soit prise en compte dans la façon dont on fonctionne. Je pense que j'arrive au bout du temps qui m'est accordé. Donc, Vous avez ce trois que je minutes voudrais vous encore. dire, d'accord. Ce que je voudrais vous dire en guise de conclusion et pour ouvrir la discussion, hein, c'est que effectivement, moi j'en parle avec beaucoup de conviction parce que avec tout ce qu'on a pu faire dans ces établissements, les démarches qualité de vie au travail conduites sous la référence de l'ANI, elles donnent réellement des résultats intéressants et inédits dans les structures, à condition d'être structurées et sécurisées pour l'ensemble des personnels. Et je dis bien l'ensemble, hein, de la direction à la SH. Pour chacun d'entre eux, il y a un risque dans ces démarches. Et donc, c'est intéressant de constater qu'effectivement, ils en sortent satisfaits du travail qu'ils ont conduit ensemble. On voit bien que dans les démarches qualité de vie au travail, l'idée, c'est pas d'un one-shot, quoi. L'idée, c'est pas on a tel problème, on le résout, etc. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'asseoir une culture au sens fort du terme, hein, quelque chose qui se transmet, qui nous soude, qui est propre à notre groupe et que l'on co-construit, voilà, que l'on alimente. Mais pour avoir une culture, il faut une vision stratégique de la structure. On ne peut pas laisser la qualité de vie au travail au niveau des équipes. Nous, régulièrement, on a des établissements qui viennent vers nous en nous disant aidez-nous à installer des espaces de discussion sur le travail. Et on leur dit oui, bien sûr, vous allez voir, l'espace de discussion sur le travail, il va produire, c'est sûr, il va vous produire des modifications du travail faciles à mettre en œuvre, etc. Mais si vous n'avez pas de vision stratégique de la structure, eh bien, vous condamnez à mort ce que vous êtes en train de fabriquer. Ce qui est agissant dans les démarches qualité de vie au travail, c'est parce que, et il faut prévenir les structures de ça, hein, c'est qu'elles modifient les lieux et les modalités de prise de décision. Ce n'est plus un manager tout seul qui décide le matin parce qu'il a fait un constat sûrement pertinent d'ailleurs dans sa structure, hein. C'est un groupe qui va valider avec ses pairs, etc. Et en faisant ça, on alimente le dialogue social par le dialogue professionnel, le dialogue autour de mon geste professionnel. Je vais vous Ce demander qui de est conclure, s'il vous plaît. voilà, Merci. ça y est, j'y suis, c'est ma dernière diapo. Ce qui est important aussi de savoir d'emblée, c'est que ces démarches-là, elles modifient et elles impactent les postures de chacun. Bien sûr, la direction, bien sûr, les salariés. Et au début, tout le monde est d'accord pour que ça modifie la posture de l'autre. La direction, elle est super d'accord pour que ça modifie la posture de l'OS, voilà, et réciproquement. Mais au moment où ça se passe, c'est toujours fragilisant. Et je tiens à vous dire aussi que ça modifie forcément la posture de l'intervenant externe, parce que nous ne sommes plus des experts de la compréhension du travail, mais nous devenons des experts de l'accompagnement de la structure. Et puis, quand même, il nous reste des énigmes qu'on a à lever, hein, avec, comme il vient d'être dit, la qualité de vie au travail, les démarches qualité de vie au travail, ça peut pas être que pour les premiers de la classe, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer la qualité de vie au travail, j'allais dire, pour les nuls, pour plagier des articles que vous connaissez, hein.
Ça demande à s'appuyer sur les travaux de la recherche et je ne peux que citer le réseau des chercheurs en santé et qualité de vie au travail qui se réunit prochainement à Dijon le 23 mai et qui essaye de partager ce qu'il construit dans la recherche. Dans les points à développer aujourd'hui, hein, c'est vraiment méthodologiquement comment on aide vraiment les structures à passer à l'action, comment on aide les structures à installer des cultures d'évaluation partagée, et puis bien sûr, apporter des apprentissages suffisants pour que les structures puissent réellement aller vers plus d'autonomie dans ces démarches-là. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec un grand intérêt vos remarques et vos questions.